Tout ceci nous amène au XXe siècle, où il y a ce que j'appelle un réagencement complet de l'antisémitisme et de l'islamophobie. C'est un tournant important. C'est une rupture historique, en quelque sorte. Et ce que j'entends par réagencement, je l'entends au sens propre, c'est-à-dire qu'il y a un changement d'agent. Traditionnellement, enfin au siècle précédent, l'agent islamophobe et l'agent antisémite est le sujet occidental. Et là, on se retrouve dans une situation où il y a des agents musulmans qui deviennent antisémites et des agents juifs qui deviennent islamophobes et qui font preuve de ce que j'appelle d'impuissance discursive, c'est-à-dire ils restent prisonniers d'un discours qui aurait pu, il y a quelques générations, les cibler également. Mais ils n'en sont pas conscients et ils n'arrivent pas à s'émanciper, à se libérer de ce carcan idéologique que sont l'islamophobie et l'antisémitisme. Alors la question de l'antisémitisme dans le monde arabe et dans le monde musulman est une question importante. C'est une question qui a été très mal traitée traditionnellement par une historiographie extrêmement problématique, extrêmement pro-sioniste. Je pourrais en parler un petit peu plus tard si cela vous intéresse. Il n'y a à ma connaissance qu'un seul ouvrage sérieux sur le sujet, c'est Les Arabes et la Shoah de Gilbert Achcar. Gilbert Achcar nous montre qu'il y a dans le nationalisme arabe quelques éléments d'antisémitisme qui sont observables dans les années 50-60, notamment chez Gamal Abdel Nasser, qui cite les protocoles des sages de Sion à un moment donné, met en doute le nombre de 6 millions de victimes de la Shoah, etc. C'est beaucoup plus fort chez d'autres personnages, notamment Mohamed Haikal, qui était son conseiller et qui collaborera avec le négationniste Roger Garaudy dans les années 90, en France notamment. L'antisémitisme est beaucoup plus prégnant, si vous voulez, chez les groupes islamistes. Il y a les frères musulmans tout d'abord qui n'ont pas de discours, je pense qu'il est important de le préciser, et notamment le fondateur Hassan al-Banna n'a pas de discours antisémite ou anti-juif, en tout cas pas initialement, et il accordait énormément d'importance à la coexistence pacifique entre les juifs et les musulmans. Mais la question palestinienne force la confrérie à prendre position, ce qui les rapproche dans les années 50 du groupe fasciste la Jeune Égypte, Mesrat Fatat, à certaines occasions. Il y a évidemment le Hamas et sa fameuse charte de 1988 qui cite les protocoles de sages de Sion à plusieurs articles. On pourrait continuer, le Hezbollah également. Le Hezbollah qui a un discours anti-juif qui n'est pas d'origine européenne, qui est plus d'origine coranique. Il y a un discours anti-juif dans certaines sourates du Coran, je pense qu'il est important de le dire. Ça date de l'époque où il y avait un conflit entre le prophète et les juifs de Médine. Mais je pense qu'il est important également de souligner que ce discours-là peut être ressuscité dans certaines périodes historiques et peut s'oublier dans d'autres périodes historiques. Je pense qu'il est important de garder à l'esprit que l'islam n'est pas aussi préoccupé par les juifs et le judaïsme que la théologie chrétienne, qui est obsédée par la figure du peuple déicide, etc. Mais ce discours-là existe et je pense que les islamistes, souvent, très souvent, l'utilisent. Mais il y a une littérature que personnellement je décris comme anti-palestinienne, puisque son but ultime est de jeter l'opprobre sur la cause palestinienne, qui a en quelque sorte déformé cette histoire bien réelle. Elle a transformé l'antisémitisme comme l'élément constitutif principal de l'islam, des Palestiniens et des Arabes, et par extension des musulmans. Pour cela, il y a véritablement une obsession avec un personnage en particulier, qui est le moufti de Jérusalem dans les années 30, Haj Amin al-Husseini, qui était un personnage qui avait des sympathies nazies, qui sont très bien documentées, et qui a ensuite collaboré lors de son exil avec les nazis, notamment dans leur
effort de propagande dans le monde arabe. Alors on nous dit effectivement qu'il a aidé à constituer les unités arabes de la Wehrmacht ainsi que les unités musulmanes bosniaques de la Wehrmacht. Et il y a beaucoup particulièrement en ce qui concerne les Bosniaques, il y a pas mal d'images de Haj Amin marchant dans les rangs des bataillons, de ces bataillons-là. Mais ce que cette littérature occulte est que les unités arabes de la Wehrmacht constituaient 130 hommes, ce qui est négligeable, je pense, notamment sachant que 9000 Palestiniens ont servi dans l'armée britannique contre l'Axe et 340 000 Maghrébins ont servi dans l'armée de la France libre. Mais ce personnage a une place disproportionnée dans cette littérature qui tente en quelque sorte de démontrer que les Palestiniens sont non seulement antisémites, mais ils sont presque complices de la Shoah, et cela expliquerait, enfin cela justifierait le traitement qu'ils reçoivent depuis. Il a été noté que dans le The Encyclopedia of the Holocaust, qui est donc une publication qui était publiée en association avec Yad Vashem, l'article sur Haj Amin est plus long que l'article sur Goebbels, sur Eichmann, Heydrich, Himmler. La seule biographie de l'encyclopédie qui soit plus longue que celle de Haj Amin est celle de Adolf Hitler. Donc cela démontre bien une place disproportionnée de ce personnage dans une littérature qui a pour but principalement de discréditer la cause palestinienne. Il y a évidemment la question de la non-reconnaissance de la Shoah dans le monde arabe. Gilbert Achcar tente de nous expliquer qu'il y a un nœud mémoriel entre la Shoah et la Nakba. Et notons d'ailleurs que Shoah et Nakba ont exactement la même signification, ça veut dire la catastrophe dans les deux langues. En quelque sorte, ce que Achcar tente de nous expliquer, c'est que la reconnaissance inconditionnelle de la Shoah est demandée alors même que la Nakba est oubliée. Et donc il nous explique que cette non-reconnaissance dans le monde arabe ne peut pas être décontextualisée de la Nakba. Il y a en quelque sorte un coût dans le monde arabe pour reconnaître pleinement la Shoah, c'est-à-dire le coût serait l'oubli de la Nakba. Et, en quelque sorte, il nous explique que ce nœud doit être résolu d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, la Shoah est une tentative d'extermination qui a détruit 6 millions de Juifs. Ce n'est pas vraiment comparable en termes de magnitude avec la Nakba, mais enfin, cela n'est que de peu de soulagement pour les victimes de la Nakba et les 4,5, je crois, 4,5 millions de leurs descendants. J'ai combien de temps? 6 minutes? Ah, très bien. Je pense qu'il y a un rapport entre cette littérature qui se développe dans les années 50-60, plutôt dans un milieu de la diaspora anglophone, et pas en Israël même, bien qu'il y a évidemment Yehoshaphat Harkavi, qui est un peu le père fondateur de cette littérature, mais c'est une littérature qui est principalement anglophone, c'est principalement des gens comme Bernard Lewis, Saul Friedman, Martin Gilbert, etc. Et de nos jours, c'est un Allemand, Matthias Kunzel, entre autres, qui sont les pans de cette littérature, qui est parfois polémique, mais qui est parfois, enfin, qui a des airs d'histoire, enfin, un air de crédibilité, si vous voulez, universitaire et scientifique. Je pense que la thèse de la nouvelle judéophobie, dont Dominique a parlé un petit peu plus tôt, il faut l'étudier dans ce contexte, puisque l'accusation d'antisémitisme et de pro-nazisme qui est faite contre les Palestiniens dans cette littérature et les Arabes est en fait étendue à la population musulmane résidente en Europe principalement. Et ce, évidemment, contre les données dont nous disposons, notamment de la CNCDH, qui, année après année, démontre à travers ces études que l'antisémitisme est, enfin, il n'y a aucune surprise, mais beaucoup plus présente
chez les électeurs du Rassemblement national et les catholiques pratiquants que chez les Français d'origine musulmane, notamment. Ce qui est très très important dans la thèse de la nouvelle judéophobie, c'est qu'elle épingle également toute la gauche dans sa quasi-totalité. Enfin, ça dépend des versions, mais dans la version de Taguieff, je crois qu'il n'y a que Taguieff lui-même qui n'est pas compris dans sa définition de l'islamo-gauchisme et de la nouvelle judéophobie. Donc de José Bové jusqu'aux imams, en passant par tout le monde, et également les juifs qui ne sont pas suffisamment pro-israéliens, Edgar Morin, Eric Hazan, Emmanuel Todd, tout le monde y passe. Cette intégration de la gauche dans cette construction qu'est l'islamo-gauchisme est pour moi un élément très très important, mais qui malheureusement jusqu'ici n'a jamais été analysé dans cette longue durée, qui n'est pas si longue, enfin, mais de cette littérature anti-palestinienne qui existe depuis les années 50. Vous m'avez demandé s'il y a des croisements contemporains. J'ai choisi de vous parler brièvement des attaques terroristes d'extrême droite qui ont eu lieu ces dernières années. Il y a eu en 2018 un massacre à la synagogue de Pittsburgh. 11 personnes ont été fusillées par Robert Bowers, ce qui représente l'attaque antisémite la plus meurtrière de l'histoire américaine. Eh bien, Robert Bowers était convaincu que les Juifs sont en train de faciliter le génocide blanc en autorisant l'immigration, en encourageant l'immigration de musulmans, avec évidemment George Soros comme figure emblématique de cet esprit complotiste. Donc là, il y a un croisement entre l'antisémitisme et l'islamophobie de ce personnage. En 2019, un autre Américain du nom de Patrick Crusius ouvre le feu sur des migrants hispaniques, cette fois-ci dans un centre commercial à El Paso. Alors on se dirait, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme et l'islamophobie. Et pourtant, il croit lui aussi à la même thèse sur le génocide blanc promu par les Juifs notamment et George Soros. En 2019, vous n'en avez probablement pas entendu parler, un jeune Norvégien du nom de Philip Manshaus entre dans la mosquée de Bærum, un endroit à l'ouest d'Oslo où j'ai eu la chance de vivre. Et il n'a réussi à tuer personne, puisque dans son ignorance de l'islam, il pensait que la mosquée serait pleine un samedi, mais il n'y avait personne. Il n'y avait guère que 2 fidèles, 2 messieurs assez âgés, mais qui se trouvaient être des vétérans de l'armée pakistanaise et qui n'ont pas eu de mal à le maîtriser. Et donc c'était une attaque, c'était un fiasco. Mais le personnage était armé jusqu'aux dents, et il avait déjà assassiné sa propre sœur ce matin-là, qui était sa sœur adoptive, qui était d'origine chinoise, et qui pour lui représentait un danger pour la pureté ethnique de la Norvège et de la civilisation occidentale, etc., etc., un peu dans un cadre de grand remplacement. Et lui aussi, islamophobe, était également négationniste et également homophobe, puisque, comme on disait avant, le racisme est un système de pensée cohérent et que toutes ces parties différentes communiquent, si vous voulez, entre elles. Troisième exemple, parce qu'il n'y en a que 1, 2, 3, 4, 5. Non, 4. Stéphane Balliette, en 2019, a tenté de fusiller des fidèles à la synagogue de Halle en Allemagne. Il n'a pas réussi à entrer. La porte était fermée. Il n'a pas réussi à entrer, c'était un échec. Il a tout d'abord tiré sur une passante, l'a tuée à l'arme, et s'est ensuite dirigé vers un restaurant turc et il a tué un client. Donc c'est très intéressant, pour se soulager de n'avoir pu tuer de juifs, il est allé tuer un musulman. Et lui aussi, donc dans les textes qu'il a laissés, enfin les traces qu'il a laissées sur Internet, etc., lui aussi croyait au grand emplacement, au génocide blanc, au complot juif et au féminisme, etc. Enfin, le complot juif pour promouvoir le féminisme. Pardon. Il n'y a pas de complot féministe.
Il y a évidemment la plus grande attaque de ces dernières années, qui est celle de Trenton Barrant à Christchurch, où 54 fidèles musulmans ont été assassinés à bout portant. Et là, de nouveau, c'est le même type d'idées, avec les mêmes croisements, des idées antisémites et des idées islamophobes que l'on retrouve dans les tracts que Trenton Barrant a laissés. Ils laissent tous des manifestes maintenant. Depuis Breivik, Breivik est la figure, si vous voulez, le modèle pour ces terroristes-là, a laissé un manifeste de 1800 pages, que je peux vous envoyer si ça vous intéresse. Ou plutôt, je vous le résumerai. Mais ce qui est intéressant avec Barrant, c'est que son manifeste à lui s'appelle « Le Grand Remplacement ». Le titre, c'est « Le Grand Remplacement ». Et je pense qu'il est utile de se rappeler qu'en 2017, quand il y a eu une manifestation à Charlottesville, en Virginie, des groupes dits alt-right, donc des extrêmes droites, suprémacistes blancs et néo-nazis américains, une grande partie d'eux, tout en donnant des saluts nazis, ont crié « Jews will not replace us ». Les Juifs ne nous remplaceront pas. Ce qui est un jeu sur la traduction anglaise du livre de Renaud Camus. La traduction anglaise, c'est « You will not replace us ». C'est pas le grand remplacement. Donc de nouveau, on voit tous ces croisements. Et effectivement, il faut s'en rendre à l'évidence. Nos gouvernements n'ont pas encore pris note de ces événements. Voilà.